Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 60e numéro, je reçois François Loret de Stratinov, une société de conseil en innovation, et ensemble nous échangeons sur les points communs mais aussi sur les différences qui peuvent exister entre l'amélioration continue et l'innovation. Bonne écoute. Eh bien, bonjour François Loret de Stratinov. François qui vient à mon micro. Déjà, merci beaucoup François d'être ici présent. On va parler innovation, mais aussi le rapport et peut-être les différences qu'on peut trouver avec les démarches d'amélioration continue. Parce que je pose un petit peu le contexte. Stratinov, moi, on se croise avec un des collaborateurs, Vincent, depuis quelques temps dans des événements, et c'est vrai que souvent on est amène à discuter. Et puis on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant de comparer nos visions. Qu'est-ce qu'on appelle innovation, notamment avec des professionnels qui font de l'innovation toute la journée. Donc ça va être l'objet aujourd'hui de notre échange. Alors François, je vais te laisser te présenter le parcours et puis qu'est-ce que Stratinov, quelles sont les différentes activités de cette organisation. Bonjour et merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors Stratinov est une société qui a été créée en 2010 et je l'ai faite avec deux de mes associés qui sont Iria Paris et Samar Amar. Donc tous les deux en fait nos parcours sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes à la base plutôt des docteurs en sciences, pour ma part en mathématiques. Pareil pour Iria et Samar, un petit peu différent, c'était plutôt sur le génie industriel. D'accord. Alors Stratinov a pour vocation d'accompagner des entreprises, donc plutôt des TPE, PME, dans leur démarche d'innovation. Donc notre objectif est vraiment de pouvoir les aider à mettre en place des conditions favorables pour l'émergence de l'innovation, et certainement ça fera l'objet de discussions plus approfondies par ailleurs, mais l'objectif n'est pas de subitement décréter qu'il y a une innovation à un moment donné, mais plutôt de mettre en place ces conditions favorables pour que ça puisse être répété. Donc c'est en cela que nos services apportent un plus à nos entreprises. Et une approche un petit peu finalement de facilitation, d'acculturation finalement à ce type d'approche, où des entreprises, quand on dit TPE, PME, c'est peut-être des gens qui n'ont pas forcément les outils, et vous êtes là pour les outiller, c'est un peu l'idée ou Non, pas vraiment. Enfin, c'est vrai que généralement, soit ce qu'on dit, soit ce que les entreprises elles-mêmes considèrent que ce sont des choses qui sont faites plutôt dans des grosses structures. Mais en fait, les grosses structures, ils n'innovent pas beaucoup. Hein. Ah ouais, c'est la première idée reçue qu'on peut casser. Voilà, elles n'innovent pas beaucoup, et quand elles veulent vraiment innover, qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles absorbent des plus petites, qui elles innovent. Donc les entreprises ont en elles les capacités à innover, mais parfois, ce qui manque, c'est cette capacité à prendre des risques, où, en fait, si on enlève le côté entreprise, pour que les gens comprennent plus rapidement, dites-vous que vous voulez aujourd'hui, vous avez décrété que vous allez courir le marathon. Évidemment, si vous décrétez que vous allez courir le marathon, vous savez pas si vous allez y arriver, étant donné que vous l'avez jamais fait. Oui. Et par-dessus le marché, vous n'avez pris aucun entraînement, donc vous savez même pas si vous avez de toute façon les ressources pour le faire. Par contre, vous avez décrété que vous vouliez le faire. Vous avez donc toutes les chances de pas y arriver. Et après, vous pourrez dire, finalement, le marathon, c'est pas pour moi. Mais souvent, les entreprises, dans le cadre de l'innovation, c'est un peu ça. D'accord. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mises dans une condition, elles n'ont pas fait d'entraînement, elles n'ont pas réuni ce qu'il fallait pour se donner les chances d'y arriver, mais elles ont décrété qu'elles voulaient innover. Comme elles n'y arrivaient pas, c'est que c'était pas pour elles. D'accord. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt les mettre dans l'entraînement. Et vous parliez tout à l'heure d'amélioration continue, c'est pareil. C'est-à-dire que progression, vous allez courir 5 km, 10 km, 15 km, et puis peut-être que vous allez faire le marathon, et peut-être pas. Vous ferez peut-être autre chose, mais vous aurez amélioré vos compétences. Ça, c'est une première approche effectivement qui est intéressante, c'est de montrer finalement la progressivité de l'innovation. Là où on a un peu tendance à voir le côté disruptif, pour utiliser un mot rapide, c'est-à-dire il y a un avant et un après, il y a une fracture, et puis l'innovation c'est forcément quelque chose de nouveau, et puis il y a un avant, un après. Et finalement, l'avant et l'après, il peut se faire sur une période plus ou moins longue, si je comprends bien, un peu comme un entraînement de c'est pas un jour on le sait le faire et un jour on sait pas le faire, un jour on sait le faire. Exactement, il faut des conditions favorables. Voilà, tout simplement. C'est vous avez votre terreau à construire, ça va. Là, on peut faire tout à fait l'analogie avec les plantes aussi. Ouais. Il y a des bons jardiniers et des mauvais, mais si vous avez une bonne terre, ça aide quand même. Donc si vous mettez en place les conditions favorables, donc il peut y avoir le volet acculturation, il y a la capacité à saisir, à comprendre le marché,
à saisir les opportunités sur lesquelles on va pouvoir se mettre. Mais une fois qu'on les a identifiées, il faut en interne avoir mis en place les pratiques, les routines qui permettent de le faire. Et à chaque fois, on voit qu'on est sur des zones où on est en train d'apprendre en faisant. Donc il faut se donner la capacité ou l'opportunité de prendre un petit peu de risque mesuré pour pouvoir avoir l'opportunité de saisir ensuite les nouveaux axes sur lesquels on va se mettre. On ne peut pas décréter en fait. D'accord. Les gens qui décrètent aujourd'hui je suis innovant, c'est pour avoir un coup de chance. C'est vrai, vous pouvez jouer au loto, vous pouvez gagner. Mais bon, ça marche pas à tous les coups. Alors ça peut être l'occasion de poser la question finalement. Qu'est-ce que l'innovation finalement ? Parce que la sémantique est aussi importante. C'est vrai que l'innovation, on l'associe. Moi, je l'associe à quelque chose. Je peux l'aborder dès maintenant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. C'est innovant de ce point de vue-là. Et pour d'autres, ça va être des gros budgets de R&D avec des gens en labo, etc., etc. Est-ce qu'il y a un juste milieu entre ça et où se situe Stratinov par rapport à ça ? Alors justement là, ce que tu as évoqué, ce sont des moyens. En fait, la R&D est un moyen d'innover. De même, le fait de faire quelque chose d'original est un moyen d'innover. Mais l'innovation, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, pour nous, l'innovation, ce serait finalement la conjonction d'une originalité, d'un marché, et de la diffusion sur ce marché. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'originalité, que je n'ai pas identifié un potentiel de marché, et que je ne me diffuse pas au sein de ce marché, je dirais qu'il n'y a pas d'innovation. Oui. Voilà. Et chez Stratinov, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces différents éléments s'articulent et qui s'articulent de manière performante. D'accord. D'où la performance en innovation, comme on peut le mettre parfois sur notre site. Donc c'est vraiment très important. Donc tout à l'heure, tu as dit la R&D. La R&D, ça peut être un moyen d'obtenir cette originalité. Il y a un verrou technologique à dépasser, on travaille dessus, ça crée une originalité avec un besoin appétant, on met en place le marketing de l'offre qui le permet et par exemple on inonde le marché. Et si le marché n'était pas présent, il va falloir créer ce marché et là on va être disruptif. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas de faire de la R&D. Ça suffit pas qu'il y ait des gens qui soient prêts à le payer. Parce qu'on pourrait faire, par exemple, on pourrait avoir une super techno, on va le vendre à 2-3 personnes. Bon, c'est super, ça se diffuse pas. Donc, j'appelle pas ça de l'innovation. Donc, tout est vraiment mêlé. Et pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut prendre du recul. Parce que l'innovation, c'est systémique. C'est-à-dire que c'est un peu, vous allez voir un médecin et puis le médecin vous dit vous avez mal à tel endroit, je vais vous donner une pommade. Vous êtes content avec votre pommade, vous avez un peu mal à un moment et puis ensuite ça se tasse, vous dites ça va mieux. Mais non, en fait, on ne sait pas ce que vous avez. Par contre, le problème. Exactement. Vous prenez du recul et en prenant ce recul, vous avez une vision systémique. Et cette vision systémique va permettre de voir comment est-ce que vous allez pouvoir adapter l'ensemble des process à votre structure, à votre culture, à votre marché et finalement à votre envie. Parce qu'il faut aussi avoir envie. C'est pas aussi évident que ça. Alors, ce qui est intéressant, on va continuer à filer un petit peu ce sujet, effectivement, puisque là, on parlait plutôt orienté marché, marketing, donc extérieur. Est-ce que l'innovation, est-ce que Stratinov accompagne aussi les entreprises ? On parlait de process en interne. Est-ce que l'innovation, vous accompagnez aussi les refontes d'organisation, peut-être, qui peuvent, in fine, servir à revoir un produit, mais est-ce que ça se revoit aussi dans l'organisation des entreprises ou c'est vraiment orienté produit ? Alors, pour ce qui est de transformation de l'organisation, nous, on n'est pas dessus. Par contre, là où on va agir, ça va être... on parlait tout à l'heure de R&D, on peut agir sur les volets de R&D, on peut formaliser les R&D, mettre en place également des programmes avec des laboratoires de recherche. Au niveau de l'organisation interne, on va interagir dessus, parce que vaut mieux que ce soit bien huilé, et puis que chacun ait sa place, et surtout que l'ensemble des équipes soient motivées dans une direction avec un sens pour que ça puisse marcher. Au niveau marché, on va également regarder les ressorts du marché, les opportunités sur lesquelles on peut se positionner et finalement sur quel modèle économique l'entreprise peut espérer se différencier. Donc on va regarder tous ces volets-là. Mais par contre, le changement lui-même de l'organisation, la transformation de l'organisation, de manière globale, en tout cas de la manière dont on l'entend, on n'est pas dessus. On est plutôt sur l'impulsion d'une dynamique d'innovation qui va mener une acculturation en interne et qui va pousser souvent une transformation de l'organisation. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, c'est systémique. Donc finalement, en actionnant un levier, on va faire en sorte que ça soit toute l'organisation qui prenne en charge tout ça, quoi. C'est ça. Exactement. Et puis comme on a fait le pari, maintenant on peut être contredit, mais on a fait le pari que le moteur de cette systémique, en fait, l'attracteur ou l'objet qui fait que tout va se mettre en place, pour nous, c'est l'innovation. Et cette innovation, elle va s'exprimer à travers une valorisation d'un capital immatériel particulier, auquel on peut greffer d'autres, mais un particulier qui est l'humain.
On pense qu'en agissant sur le capital humain, on va pouvoir faire fructifier le capital savoir et savoir-faire, et notamment on parlait de R&D ou autre. Et c'est en agissant là-dessus qu'on va faire performer en termes d'innovation et qui va amener une performance globale de l'entreprise, aussi bien au niveau de l'organisation qu'avec les relations avec les partenaires ou autres. D'accord. Très bien. Donc c'est effectivement une vision assez complète, assez intéressante, qui ne contredit pas forcément ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon approche, mais qui est un peu plus différente, plus orientée effectivement avec une finalité bien précise pour les entreprises. Et ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu en tout cas écouter, puisque effectivement, j'utilise pas le bon terme, on a pu écouter depuis quelques mois un podcast, Stratinov, qui a été développé effectivement. Et quelle est la vocation de ce podcast et à qui est-il destiné finalement? Oui, alors effectivement, on a mis une chaîne de podcast Innovation sur mesure depuis avril 2021. La vocation première, c'est d'aider à la pédagogie. Voilà. On essaye d'amener progressivement. Alors, il y a deux éléments. Il y a le fait en interne d'être plus pédagogue et donc d'être en capacité de déjà diffuser nous-mêmes au sein des équipes et d'être en capacité de parler de manière assez simple à tout le monde. Donc les jargonnages, c'est assez pénible. Mais le problème, c'est que quand on est pris par le feu de l'action, on a tendance à jargonner un petit peu. Donc là, il y a un travail de pédagogie qui est fait et on espère, à travers ce travail, toucher à la fois des étudiants, mais également toucher des entreprises et se dire que ces entreprises doivent comprendre qu'elles sont également en capacité de faire des choses et qu'elles ne doivent pas se limiter à un certain nombre de jargonnages qui est souvent ramené à un consulting qui est inaccessible ou qui est fait pour des grosses boîtes, mais que c'est aussi quelque chose qui est à leur niveau, qui leur parle. Et une des raisons, tout à l'heure on avait évoqué les TPE, PME, donc une des raisons pour lesquelles on travaille avec les TPE, PME, c'est sur leur capacité à décider. On travaille avec elles parce que travailler avec les grosses boîtes, d'abord on n'en a pas particulièrement envie, parce qu'il y a d'autres problématiques qui nous intéressent moins, mais elles ont une très faible capacité de décision. Les circuits de décision sont très longs, voilà, c'est trop hiérarchisé. Dilués. Exactement. Et là, en travaillant avec des PME, bon, ça assez rapidement, ça marche pas. Alors la contrepartie, c'est que il y a aussi bien avec les grosses boîtes, on peut attendre 3, 4, 6 mois, 1 an pour commencer à avoir des résultats. Avec les PME, au bout de 3 mois, on veut déjà qu'il y ait quelque chose. Donc il y a aussi cette exigence, cette exigence d'efficacité et de retour sur investissement plus rapide. Donc ça nous va assez bien, c'est un challenge qu'on relève régulièrement. Enthousiasmant en tout cas, c'est ça c'est ça qu'on peut se dire. Mais c'est vrai qu'on voit effectivement la même approche qu'on peut avoir de vulgarisation, de toucher peut-être des plus petites structures que je peux avoir moi aussi avec mon podcast et tout ça. C'est pour ça aussi qu'on s'entend bien et effectivement se dire de ce que j'ai pu comprendre, moi je les écoute tous à chaque fois qu'ils sortent et j'aime bien écouter parce que c'est cette approche. Ça me donne des idées. Enfin, faut aussi faire du benchmark de ce qui se fait. Et c'est effectivement de casser un petit peu les idées préconçues, de se dire c'est des mots que je connais pas, c'est un jargon. Effectivement, moi dans les démarches ISO, c'est le même problème. C'est le jargon et tout ça. On dit c'est pas pour moi, c'est bon pour les grands groupes. Et puis il me faut un dictionnaire de traduction à chaque fois. Voilà. Et en fait, on se rend compte que finalement, en changeant un petit peu d'angle de vue, etc., on peut se dire oui, finalement, c'est pas moins pour moi qu'autre chose. Il faut peut-être juste que je fasse mon propre patron, ma propre cote, et pas forcément essayer de m'inspirer ou de copier ce que fait l'autre, quoi. C'est un peu oui, exactement. Si on va du côté des normes, etc., il y a une des contraintes, c'est qu'il faut trouver un ensemble de mots ou de jargon qui permet de parler un peu à tout le monde. Donc forcément, ça peut s'éloigner un petit peu. Mais on identifie des pratiques qui sont des pratiques qui sont plutôt généralement plutôt bonnes, qu'il faut ensuite adapter à son organisation. Et donc, il faut plutôt chercher à prendre ce qui est vraiment intéressant dans toutes ces choses-là pour les adapter à sa structure. Et je pense que c'est un des biais qu'on a dans les petites structures, c'est que si ça ne matche pas pile poil tout de suite, on a tendance à dire c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais prenons du recul, adaptant ce qu'il y a de bien à l'entreprise pour qu'elle performe, et n'allant pas du côté de c'est pas pour moi. Il y a rien qui est pas pour moi. Ça a été fait pour des entreprises qui doivent se défendre auprès d'un écosystème et proposer une création de valeur qui soit satisfaisante. Et ça, c'est n'importe quelle entreprise, et même pour aller plus loin, parce qu'on a beaucoup parlé d'entreprises, mais en fait, c'est des organisations. Tout à fait. On prend n'importe quelle organisation, doit proposer une valeur certaine pour en tirer un bénéfice qui peut être pécunier ou autre. Oui, bien sûr, ça peut être
une association, mais qui a des clients qui ne sont pas forcément des clients qui payent. Oui, même dans le caritatif. Dans le caritatif, il faut avoir une bonne proposition de valeur auprès de ses cibles pour que ça fonctionne. Oui. Donc, mais c'est pareil. Pour tout le monde, c'est la même chose. Tout à fait, oui. Non, mais c'est vrai que c'est une approche qui est bien aussi de voir comme ça en changeant un petit peu d'angle de vue, parce qu'on peut avoir des personnes qui vont avoir deux choses, ou bien ils vont vouloir la solution clé en main, mais qui va être finalement un carcan et un piège, parce qu'ils vont dire ouais, mais ça rentre pas tout à fait dans le truc. Ouais. Ou alors des gens qui vont vouloir le truc où je veux absolument pas de contraintes, et voilà, il faut trouver le juste équilibre, de la méthodologie finalement, un peu de rigueur. Pour que chacun s'approprie une démarche. Enfin, je pense que l'innovation, c'est un peu comme l'amélioration continue, c'est de ce point de vue-là. Alors, oui et non. Alors, là, il y a plusieurs aspects. Et donc, d'abord, c'est ce côté, il y a des choses qui existent, on devra en profiter. Donc, pourquoi se freiner ? Ça nécessite de prendre du recul. Et c'est ce qui me manque souvent dans les petites boîtes et qu'on retrouve beaucoup dans les grosses boîtes. Cette prise de recul permet justement d'avoir cette vision systémique et d'être en capacité de décider. Tout à l'heure, je disais, avec une TPE-PME, on a un circuit de décision qui est court. Mais encore faut-il décider. Voilà. Oui. Voilà. Donc, dans les grandes boîtes, dans les grosses boîtes, il y a un circuit de décision qui est plus long, mais à un moment donné, le conseil d'administration qui va décider. Donc, et pour décider, il faut dire, c'est important, c'est urgent, ou c'est les deux, mais il faut le faire pour de vrai. Et trop souvent, on va rencontrer dans des TPE des gens qui vont dire ah oui, mais ça, il faudra absolument que je le fasse, mais j'ai pas le temps. Ou alors oui, ça c'est vraiment très important, c'est crucial, mais j'ai pas de budget. Donc à un moment donné, il faut dire il faut être honnête avec soi-même. Dire c'est important et urgent ou ça l'est pas. Voilà. Si ça l'est pas, mettons-le de côté. Si ça l'est, il faut le faire. Voilà, et parlant d'organisation, de survie de l'entreprise, il y a pas à titiller. Je veux dire que si vous avez faim, vous mangez, si vous pouvez manger. Et si vous pouvez pas manger, vous faites avec, vous trouvez d'autres sorts. Mais sinon, il faut aller manger. Et là, c'est pareil. Et ça, c'est un biais dans les entreprises. Et après, on va trouver des ressorts en disant non, finalement, c'est pas pour moi. Ou alors, je ne sais pas quel est le retour sur investissement. Mais vous voyez, typiquement, on parlait d'innovation. Donc, d'innovation, l'idée, c'était peut-être lié à l'amélioration continue ou pas. L'innovation, c'est, comme je disais tout à l'heure, une originalité, un marché, une diffusion dans le marché. Par contre, si on veut faire de l'innovation répétée, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un truc qu'on a décrété ou qui arrive comme ça par hasard, si on veut qu'il soit répété, il faut qu'il y ait des conditions favorables. Et là, pour qu'il y ait ces conditions favorables, parlant d'un système, il faut qu'il y ait un côté expérimental qui va s'améliorer globalement, justement par l'amélioration continue. Et là, on va mettre en place des process d'amélioration continue, des bonnes pratiques, etc., pour faire en sorte que l'innovation se reproduise. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va voir l'amélioration continue. Si vous dites que moi j'ai une super techno et puis je vais innover, l'amélioration continue, on s'en contrefiche. Par contre, vous dites ok, je l'ai une fois, je vais l'avoir deux fois, je vais l'avoir trois fois, le marché va évoluer, je vais pouvoir m'adapter. Il faut mettre en place les conditions favorables, c'est tout. Exactement. Ce que certains appellent la chance, le coup de chance de certains dirigeants ou l'intuition. Ouais. Mais la chance et l'intuition, finalement, c'est la capitalisation sur de l'expérience, quoi. Exactement. C'est en fait c'est l'histoire de mon marathon tout à l'heure, c'est pareil. Quelqu'un qui court régulièrement, à un moment donné, il va faire le marathon, il va réussir. C'est génial, il a réussi. Ouais, mais ça fait combien d'années qu'il court tout le temps, tous les soirs, etc. Donc, si vous prenez des entrepreneurs qui régulièrement sont à l'affût de ce qui se passe sur le marché, ils vont tenter des choses sur des business models, ils ont construit des relations avec à un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui se cristallise. Bingo, ça marche. Mais ça marche parce que c'est lui. Oui. Vous pouvez toujours essayer de le faire. Vous n'y arriverez pas. Exactement. Voilà. Donc le côté comme ça décrété, en fait, le don, les gens qui ont toujours de la chance, etc. On voit ça se travaille. Émerger de l'iceberg à chaque fois, et c'est voilà. Ça se travaille. Et l'échec est un bon apprentissage. Oui. Alors, d'ailleurs, il y a plein d'endroits où on ne parle pas d'échec, on parle d'expérience. On a eu l'expérience d'une boîte, il s'est passé telle chose, on a eu telle expérience, ok, ça marchait, ça n'a pas marché. Voilà. En France, effectivement, on va parler, comme le lapsus que je viens de faire, et on va parler d'échec. Oui. Et une fois que vous avez fait cet échec, vous êtes marqué. Vous êtes marqué à la banque, vous êtes marqué dans votre entourage, vous êtes marqué partout. Et il y a d'autres endroits, je connais... Au Japon notamment. Au Japon, en Israël ou autre, on va vous faire confiance parce que vous avez planté plusieurs boîtes. Et on sait que maintenant on peut vous faire confiance. Parce que vous avez l'expérience. On ne fera pas les mêmes erreurs en théorie. Voilà. En théorie, en tout cas. Voilà. C'est vrai mais c'est ce qu'on voit aussi, moi je vois dans les démarches qualité notamment, où remonter les dysfonctionnements, en France on a plutôt tendance à les cacher. Oui. Parce que dysfonctionnement, ça veut dire qu'on a mal fait son boulot, on va chercher un coupable, un responsable. Alors que c'est vrai que chez Toyota, où ils ont inventé le Lean et toutes ces démarches, etc., ils ont plutôt tendance à valoriser
les remontées de dysfonctionnement, et plus on remonte dysfonctionnement, plus on est bien vu, parce que ça veut dire qu'on contribue à l'amélioration du système. Exactement. Et c'est des philosophies, et c'est dur de changer. C'est paradigme aussi, hein. C'est pas jugement, il y en a un qui est bien. C'est aussi toute une culture de société qui est difficile à C'est très dur, parce que ça vient de l'école, en fait. Enfin, en tout cas, chez nous, ça vient de l'école. Et typiquement, moi, il y a un truc que je fais souvent, et je fais aussi avec mes enfants. Parfois, enfin bon, il faudrait les interroger. Mais qui est de dire, en fait, on peut se tromper. Ça pose pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec des gens qui se trompent. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est quand on ne se rend pas compte. Oui. Et à l'école, quand on se trompe, on est mal noté. On n'a pas toujours cette capacité de dire ah ben là je me suis planté. Bon ben maintenant je vais pouvoir m'améliorer. Donc typiquement, si je me suis planté sur l'orthographe, je vais me prendre le Becherel, je vais prendre un dictionnaire, je vais m'améliorer. Donc et surtout, on peut faire ça. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de pas s'en rendre compte. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'on peut rentrer dans le processus d'amélioration continue. Bon, je sais que ça, c'était pas bon, je vais mettre quelque chose en place pour que ce soit meilleur la prochaine fois. Et ainsi de suite. Et donc, effectivement, les Japonais sont très bons là-dessus, puisqu'ils arrivent à avoir quelque chose de très fiable. Mais parce que à chaque fois, ils se sont rendus compte qu'on s'en allait pas. Ils ont essayé de trouver des choses pour que ça aille mieux. Alors, au bout d'un moment, ça devient vraiment fiable. Et juste pour rebondir là-dessus, il y a aussi un travers dans lequel on peut tomber régulièrement. C'est quand la solution doit être immédiatement efficace à 100%. C'est-à-dire que j'ai identifié un problème, je dois mettre en place une solution, mais la solution, j'en suis pas sûr, autant rien faire. Des fois, on se retrouve face à ça, cette espèce de paradoxe, de dire je préfère rien faire plutôt que de mettre une solution à minima. Oui, mais la solution à minima, effectivement, elle peut être amenée à évoluer. Et on attend d'avoir la solution parfaite avant de commencer à mettre en place quelque chose, qui fait que finalement on règle pas le problème initial et on n'apporte pas la solution. Enfin, c'est très français ça aussi, le fait de vouloir avoir quelque chose de toujours parfait, et ça crée des problèmes, notamment lorsque des entreprises se montent et qu'on attend d'avoir le bon outil pour pouvoir commencer à le commercialiser. Il y a plein de boîtes qui capotent à cause de ce genre de choses, et puis il y a plein de freins effectivement parce qu'on n'ose pas amener quelque chose d'imparfait. Mais en fait les Américains sont assez bons là-dessus. C'est-à-dire qu'eux, ils n'hésitent pas. Un truc qui est complètement imparfait. MVP, et voilà, ils le mettent en avant. Et puis, ils vont travailler avec des utilisateurs, les early users, pour pouvoir l'améliorer progressivement. Exactement. Et donc, mais ça, je ne sais pas pourquoi il y a un frein global. Et l'autre aspect, sur le fait de dire on va chercher une solution qui est peut-être plus ou moins immédiate, c'est cette absence de recul. Et quand on fait notamment dans le domaine de la recherche, notamment dans le domaine des mathématiques où j'ai été, c'est en prenant ce recul, en essayant de voir les choses de manière plus globale, que parfois une solution va se dessiner, mais une solution qui sera plus générale et parfois même plus simple que ce qui était prévu au départ, parce que au départ on regardait quelque chose avec un angle très obtus, et en prenant du recul, on voit les choses de manière différente. C'est systémique qu'on évoquait tout à l'heure, où exactement. Souvent l'image du tableau aussi. Ou si on se focalise sur une tache jaune qui va nous heurter, on va pas voir que la tache jaune finalement elle contribue à l'ensemble du tableau, et que peut-être que le jaune là il est moche, mais dans le tableau il est cohérent et il apporte l'harmonie en fait. Voilà. C'est ça. Et on peut avoir tendance à se focaliser sur le détail, le défaut, le problème en mode silo, comme on peut avoir des hyper spécialistes, hyper experts. Il en faut aussi, mais il faut qu'ils s'incluent dans un tissu matriciel plus grand, quoi. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Bon, c'est facile. C'est pas lié à Cafocon, c'est facile d'en parler là, mais par exemple, on pourrait prendre le cas d'une TPE qui a besoin qui voit que son business ne fonctionne pas très bien, et puis qui se disent money time. Donc là, il faut qu'on aille chercher des sous. Et là, on débarque en disant oui, mais votre système de management de l'innovation n'est pas très performant. Il faudrait faire ceci, cela. On verra ça plus tard. J'ai pas de budget, votre truc, j'y comprends pas grand chose. Et puis de toute façon, là, il faut que j'aille chercher de l'argent. C'est pas l'urgence, quoi. Sauf que il se peut que, et on a rencontré le cas, qu'on tombe sur une entreprise qui, un cas réel où il y avait une concurrence chinoise qui était forte. Bon, les Chinois, c'est pas toujours des Chinois, mais là, c'était des Chinois. Concurrence chinoise forte. Donc, il y a une question de positionnement concurrentiel. Il y a une question de qu'est-ce qu'on va proposer comme solution alternative, soit pour contrer ces Chinois sur le marché en question, soit diversifier notre marché pour renforcer notre base. Et donc, après, quelles sont les innovations à venir ? Quelles sont les équipes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer ? Non, c'était obtus, c'est money time. Donc, en allant chercher de l'argent aujourd'hui, il était peut-être tout simplement en train de tuer sa boîte demain. Oui. Exact. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important à pouvoir entendre. Sauf que tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre. Et quand on est, effectivement, il faut payer les charges, etc.
Oui. Bon, c'est pas forcément le bon moment. Bon levier, quoi. Et ça ne peut être le bon moment, encore une fois, je suis désolé, je reviens tout le temps avec mon marathonien, mais ça ne peut être le bon moment que si on a pris l'habitude de se poser des questions et de maîtriser le risque par un certain nombre de routines pour se dire on peut peut-être faire les deux en même temps. On a une urgence là, effectivement, de faire entrer des sous, sinon on va mourir. Oui. Mais en même temps, il faut qu'on prépare le demain. Et préparer le demain, ça ne se décrète pas. C'est également une routine, ce dont a souffert pas mal d'entreprises pendant la crise sanitaire notamment. Celles qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui finalement étaient un peu rodées sur c'est finalement la crise. Voilà, c'est un challenge. Oui. On va prendre ce challenge pour un moyen de se repositionner. Pas rester passif en attendant que exactement. Pendant que d'autres tournent autour de soi. Et Pendant que d'autres étaient en train tout simplement de s'effondrer. C'est un état d'esprit en fait qu'il faut arriver à adopter et qui n'est pas évident et qu'on ne nous apprend pas à l'école. Oui, casser un peu la fragilité qu'on peut avoir dans ce monde et qui évolue rapidement. Ouais. Et par rapport à ce qu'on vient d'échanger, il y a quand même un terme qu'on a beaucoup parlé innovation, mais dans Stratinov, il y a aussi strat qui veut certainement dire stratégie, je suppose, et on sent dans le discours que la stratégie est importante. Et on voit qu'effectivement, enfin moi je le perçois, je fais encore une fois le parallèle avec l'amélioration continue et quand j'interviens dans l'entreprise, l'innovation, c'est comme l'amélioration continue, c'est pas un truc à côté de l'entreprise. Si je comprends bien, c'est bien quelque chose qui doit être partie intégrante de la stratégie. Et donc, comment on intervient finalement à ce niveau-là et pas juste, ça va être un consultant qui va, je vais utiliser un mot, c'est un pansement sur une jambe de bois des fois. Oui. Est-ce que c'est pas un peu la tarte à la crème de temps en temps ? Alors ça, autant faire prendre du recul à des boîtes de taille moyenne, ça peut être plus ou moins compliqué, mais autant lorsqu'elles intègrent l'innovation, c'est vraiment intégré à l'ensemble. Parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu important, il y a un enjeu financier, il faut nous rémunérer aussi. Donc il y a un enjeu financier important, il y a une mobilisation interne dans l'entreprise, c'est des mobilisations également de coûts. Donc, et c'est directement lié à la stratégie. Donc ça c'est clair pour elle. Donc c'est plutôt là du coup dans les grosses boîtes, ils vont se payer des consultants pour voir ce que ça pourrait être. Oui. Donc dans les petites boîtes, c'est plus pragmatique. Ouais, c'est beaucoup plus pragmatique. Ils se rendent compte. Et donc effectivement dans Stratinov, il y a ce mot strat qui est à la fois pour stratégie, parce que il faut que ce qui est fait serve la stratégie. Et donc il faut que la hiérarchie, la direction, le dirigeant, la dirigeante soient en phase avec ça, sinon ça ne marche pas. Mais c'est pas parce que c'est descendant que ça va fonctionner. C'est-à-dire que la stratégie dans des entreprises de taille moyenne doit également être portée par tout le monde. D'accord. Sinon, on n'a pas de ressources. On se retrouve avec quelqu'un tout seul qui dit qu'il aimerait bien faire quelque chose, mais qui ne se fait jamais et il comprend pas pourquoi. Et il y a également le côté strat, parce que pour nous, l'innovation, tout à l'heure, on a parlé plusieurs fois de système, justement, c'est un système à plusieurs strates. Et donc, du coup, ça tombait bien. Donc, strat, c'était ça. Et effectivement, on agit sur le volet innovation. Et sur ce volet innovation, l'objectif est vraiment de faire en sorte de mettre en place des éléments qui vont permettre à l'entreprise de gagner en performance. C'est vraiment ce qu'on cherche. Alors, les gens vont peut-être entendre performance, ils vont entendre financière. Oui. Mais non, c'est pas performance financière, c'est performance globale de l'entreprise. Ça veut dire opérationnel au sens. Ça veut dire l'organisation fonctionne bien, il y a des projets qui sortent, il y a des idées, les gens sont motivés pour fournir. Parce que l'intelligence collective permet également de fournir des bonnes idées. Il y a le fait qu'on traite correctement nos sous-traitants, nos partenaires, parce que lorsqu'on veut se déployer, lorsqu'on veut bouger ou lorsqu'il y a une contrainte économique forte, on est quand même plus fort lorsque l'écosystème est avec nous. C'est justement l'écosystème qui me venait en entendant ça, c'est voilà. Et donc au final, tout ça doit également permettre la performance financière, parce que on se leurre pas, l'argent c'est pas un tabou. Il faut également que l'entreprise vive de la valeur qu'elle apporte sur son marché. Oui. On parlait du facteur humain, effectivement, ça rentre dedans. Une entreprise qui gagne de l'argent mais qui considère pas ses équipes, ça dure qu'un temps. En tout cas, surtout maintenant. Oui, alors après je dirais, ça dépend vraiment du modèle économique. Peut-être aussi. On peut avoir un modèle économique qui est vraiment basé sur du très court terme et dont l'objectif est de maximiser sa rentabilité et puis vaille que vaille, le reste on s'en contrefiche. Mais par contre, quand on veut gagner en performance dans la durée et qu'on veut avoir quelque chose qui soit pérenne, c'est pas très viable. Ouais. C'est pas très viable. Et on parlait de l'innovation finalement chez les clients, partenaires. Oui. Et au niveau de Stratinov, comment ça se matérialise l'innovation ? Comment vous avez vous-même une cellule innovation dans l'équipe ? Il y a quelque chose où comment ça se fait la veille finalement ? Comment on se tient au courant de ce qui se passe Alors effectivement, il y a un certain nombre de pratiques que l'on propose à nos clients quand on se les applique à nous-mêmes. Donc la veille, on en fait.
on fait de la veille, on est au courant de l'écosystème, on connaît nos concurrents, on voit un peu comment le marché fonctionne. Et on essaye d'être un peu des trublions, on essaye d'être toujours un petit peu, je ne vais pas dire disruptif, mais au moins d'être originaux sur le marché. Ça va se manifester par les modalités d'accompagnement que l'on va proposer. Les outils, les méthodologies que l'on va développer pour accompagner nos entreprises sont directement liés également aux expériences que l'on a eues avec un certain nombre. Parce que c'est toujours pareil, hein, on peut avoir un super outil, mais s'il n'est pas adopté, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, il faut absolument proposer des outils qui vont être applicables au sein des entreprises. Et ensuite, il faut amener ces entreprises à l'adopter. Donc, il y a ce travail qu'on fait notamment avec notre chaîne YouTube. J'en ai pas parlé tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça peut être on a une chaîne YouTube où on met quelques vidéos sur des actus autour de l'innovation. Il y a également le podcast sur lequel on essaie d'amener également un certain nombre de choses. Et on essaie de casser un peu les codes, comment dirais-je, en termes d'appropriation des outils, ce qui fait qu'on va assez facilement également sur de la formation. Parce qu'on pense que c'est plus facile d'aider une entreprise à se développer si elle est au courant des outils sur lesquels elle peut s'appuyer, voire même à ce qu'elle commence elle-même à les pratiquer, qu'elle ne se sente pas non plus dépendante. Il y a pas, cette notion de dépendance est assez, est assez malsaine. Voilà. C'est l'entreprise qui doit se développer, elle peut avoir des ressorts à l'extérieur, on peut venir compléter, et plus elle est acculturée, et d'ailleurs, et plus elle acceptera la valeur ajoutée qu'on va lui amener. Donc c'est mieux pour nous. C'est un cercle vertueux finalement de cette approche-là gagnant-gagnant. Enfin, même si c'est des phrases qui peuvent paraître un peu utilisées à tous les sens, mais effectivement, on retrouve bien qu'une entreprise qui se sent prise au piège, elle va dire c'est externalisé, ils se débrouillent. Stratinov, ils viennent, ils font leur innovation et puis voilà. Ou alors dire non mais je sens pas leur truc. Dès qu'ils s'en vont, je vais me retrouver, je vais plus savoir quoi faire. Au contraire, il faut les laisser. Exactement. Et c'est un, comment dire, c'est en même temps, hein, c'est notre façon de faire peut aussi être un frein sur le plan commercial. C'est-à-dire que quand on arrive chez un client, on lui dit, on va pas vous vendre de la magie, hein, d'accord, on va pas agiter les mains et tout va apparaître. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Et donc, vous allez transpirer un petit peu quand même. Donc, il y a un travail qu'on va faire ensemble. Ça doit servir également à la stratégie. On va vous mobiliser et puis en plus, on va vous coûter. Mais tout ça, on le fait pour servir le dessein de l'entreprise. Et notre objectif, c'est, on ne cherche pas à se positionner comme un prestataire extérieur ou même un partenaire privilégié. On veut être vu comme une ressource, comme une ressource de l'entreprise qui est là pour dynamiser l'innovation au sein de l'entreprise et pour qu'on ait ce bénéfice qui est de dire, l'entreprise, elle est plus performante, globalement, plus profitable, que les gens sont plus heureux d'y être. Et si on y a contribué, nous-mêmes, on est très heureux. D'accord, c'est une approche effectivement qui nous rejoint encore une fois, donc on se retrouve pas par hasard. Et du coup, par rapport à cette approche, ce recul, parce que de Stratinov, c'est depuis 2010, si j'ai bien tout noté, donc ça commence maintenant à avoir le retour d'expérience, il y en a certainement d'emmagasinés, etc. Donc, sans forcément nommer un projet, loin de là, c'est pas forcément faire du name dropping ou quoi que ce soit, il y a de la confidentialité aussi certainement. Est-ce qu'il y a une typologie de succès qu'on peut mettre en avant, justement, chose où on se dit, là on est particulièrement fier parce qu'on sent qu'on a apporté quelque chose? Oui, alors il y en a plusieurs quand même, heureusement. Il y a des entreprises qu'on a abordées qui se disaient pas du tout innovantes, et pourtant elles faisaient des choses qui étaient originales, qu'on venait chercher pour leur originalité. Et en travaillant avec elles, elles ont pris conscience finalement de leur capital savoir. Et dans notre travail, on les a en plus formalisés. Donc certaines ont même pu également valoriser ce capital immatériel pour aller lever des fonds. Donc pour nous, c'était vraiment très intéressant. On a eu d'autres entreprises qui ont complètement changé en fait leur positionnement et leur communication, en fait, en mettant en avant justement tout ce travail qui était un petit peu finalement enveloppé dans quelque chose dont on n'en parlait pas. Mais il y avait de la R&D, il y avait de l'innovation, il y avait de l'ambition. Et là, une fois mis quelque part en exergue dans un écosystème, en ayant pointé ce qui vraiment était en train d'être fait, ça leur a permis de se faire acheter, pour certaines. Ça leur a permis de véhiculer autre chose et de pouvoir recruter d'autres profils. En gros, ça leur a permis de grandir. Donc ça, on en est très content. On a eu aussi des entreprises qui ont complètement changé de métier. Ils ont découvert de nouveaux horizons suite à... En fait, elles étaient sur une activité. Bon, on va pas dire que c'était une activité de survie parce que c'était pas le cas, mais leur ambition finalement était ailleurs.
Et en travaillant avec elles, tout ça a pu s'ancrer et elles ont basculé d'activité. Elles ont progressivement complètement évolué. Elles ont changé totalement d'activité. Et là, avant de venir, j'étais à une réunion avec un client qui a décrété. Alors, pour la petite histoire, on est parti. On a eu un client pour lequel on avait valorisé son capital, justement, à travers notamment du crédit d'impôt recherche. Mais nous, notre façon d'aborder le crédit d'impôt recherche, c'est pas l'optimisation financière. Donc, du coup, on a valorisé son capital immatériel. En faisant ça, il s'est fait racheter. D'accord. Le groupe qui l'a racheté, finalement, a voulu travailler avec nous, en voyant le travail qui a été fait. Donc, on travaille avec elle, toujours sur le crédit d'impôt recherche. Je dis, OK, mais bon, il faudrait capitaliser, il faudrait mettre en place ceci, cela. Et là, cette année, on est à Lab Innovation. On va mettre en place un Lab Innovation et il a décrété que l'année 2022 était l'année de l'innovation. Et on est en train de mettre en place des partenariats avec différents laboratoires en France et en Espagne pour faire ce changement de bascule. Donc, elle a complètement changé de vision. Et aujourd'hui, alors qu'elle est tannée par des investisseurs, elle dit, le Lab Innovation, c'est ce qu'il me faut. Et quelque part, l'attracteur dont je parlais tout à l'heure, cette dynamique d'innovation interne, on est en train de la mettre en place au sein de cette entreprise, alors qu'on est arrivé par, j'aimerais bien avoir un petit peu de crédit d'impôt. Donc cette bascule, c'est quelque chose qu'on impulse. Cette bascule, ça nous rend assez fiers. Bah oui, c'est à participer à la prise de conscience et être un peu révélateur des ressources dont les entreprises se rendent même pas compte. C'est un peu ça. Oui, exactement. Parce que tout à l'heure on disait il faut avoir cette capacité de prise de recul et autres. Bon, voilà, si on attendait que toutes les entreprises avec lesquelles on travaille aient déjà pris ce recul, en fait elles viendraient nous chercher. Oui. Malheureusement, on va encore beaucoup chercher les entreprises nous-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas forcément fait ce recul. Mais progressivement, répondant aux besoins, en ouvrant les chakras et en voyant les différentes actions qui peuvent être menées, on insère finalement notre action dans la stratégie globale de l'entreprise. Et ce faisant, on voit que on peut mettre en place des choses pour avoir des conditions favorables, comme on parlait tout à l'heure, plus propices à l'innovation. Et quand elles adhèrent, on fait des choses bien. C'est plutôt parlant, plutôt évocateur. Alors. Voilà. Je vais rebondir sur un mot aussi qui a été évoqué tout à l'heure, qui est au contrario l'échec, ou en tout cas le non-succès, si on ne veut pas non plus avoir un message trop négatif. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose de, je dirais, des expériences peut-être difficiles, douloureuses, ou qui n'ont pas atteint leurs objectifs, qui ont aussi permis à Stratinov de progresser, quelque chose d'assez révélateur. Interne à Stratinov. Oui. Je dirais le volet RH. D'accord. Le volet RH, c'est peut-être le volet qui nous a le plus fait souffrir. Oui. Donc on a évidemment fait tout un tas de choses pour nous améliorer, mais on n'a que récemment intégré un responsable RH. D'accord. Même si on avait mis en place un certain nombre de process. Il faut savoir que l'activité sur laquelle on est, il n'y a pas de formation. Et quand on a démarré, il n'y avait même pas encore les masters en innovation comme on voit maintenant. Donc du coup, il n'y avait pas tellement d'acculturation de ce côté-là. Et quand les étudiants sortent en fait de leur master, ils ne savent pas encore grand-chose, ce qui est normal, mais ils ne savent pas grand-chose. Et notre activité est vraiment, comme j'essaie aussi de le montrer tout à l'heure, on fait évoluer nos méthodologies, on fait évoluer nos process. Donc il n'y a pas de formation initiale. En même temps, nous on continue à évoluer, donc on est sûr que de toute façon on va pas être rattrapé. Oui. Bon, tout ça fait que quand il y a des gens qui postulent, quand des candidats postulent, bien souvent ils n'ont pas les prérequis pour pouvoir travailler avec nous. Ils n'ont pas le recul d'expérience non plus pour pouvoir le faire. Et quand on a des candidats qui sont plus expérimentés qui viennent se positionner, en fait ils sont plus expérimentés sur des choses qui ne sont pas vraiment non plus chez nous. Donc, on se retrouve un peu biaisé. Et donc, le côté, comment est-ce que je fais pour recruter le bon candidat qui doit avoir quand même une capacité d'absorption sur la partie financière, technique, économique, qui est assez large. Global, cette capacité également à pouvoir travailler avec des différentes entités. C'est dur. Oui. Et on a eu des échecs. Je pense peut-être certains de nos anciens collaborateurs ont peut-être un peu souffert. Après, il y a aussi le biais qui est je ne sais rien, j'arrive, j'apprends, je monte vite en compétences.
en montant vite en compétences, on se fait happer. Donc on a eu des collaborateurs qui se sont fait harponner. Du succès finalement. Voilà, qui se sont fait harponner par des concurrents qui du coup récoltent le fruit de l'investissement. Donc c'est très dur en fait ce volet RH. C'est certainement celui sur lequel il faut encore qu'on s'améliore. On l'a pas évoqué, mais c'est combien de personnes Stratinov ? Aujourd'hui on est 11. Oui, donc ça peut vite basculer. 1 plus 1 moins 1, on peut vite se retrouver dans un équilibre pas facile à gérer, quoi. Oui. Donc on est 11 et on a une équipe qui est... j'ai une bonne équipe, je suis très content de mon équipe. Et c'est quelque chose qui s'est fait... en fait, on apprend tous les jours. C'est-à-dire que ce qu'on demande à nos clients, nous, on se l'applique x10. C'est-à-dire qu'on... Tu vas avoir un coup d'avance. Enfin, pas tout à fait, mais... Mais disons que quand on arrive avec des approches qui sont plus ou moins originales, il faut qu'on arrive avec la capacité de pouvoir les transmettre, à pouvoir les mettre en œuvre, etc. Et donc il faut qu'on opère, on peut pas rester et attendre. Et il faut qu'on soit en avance. Et puis les concurrents ils avancent aussi, et puis il faut qu'on se démarque. Donc c'est la première chose qu'on dit à nos clients. Hein, ayez un œil sur le marché, soyez un peu avant-gardiste quand vous pouvez, etc. Donc il faut tout le temps se remettre en question. Et donc nous on se remet tout le temps en question. Et donc ça nécessite de se former tout le temps. D'ailleurs, chez nous, il y a des formations tout le temps. Aujourd'hui, je pense que cette année, on doit avoir trois diplômes au niveau master qui vont tomber. On a mis en place également une thèse avec le CESI, notamment sur la dynamisation du territoire en Normandie. Donc, on se l'applique. On n'est pas là pour appliquer des vieilles recettes. Ou de la théorie, c'est de la mise en application pratique et concrète, quoi. Voilà. Nous, il faut vraiment que ça avance. Très bien. Pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, une des difficultés, c'est peut-être que les entreprises n'ont pas encore pris ce recul nécessaire et du coup, il faut aller un peu les chercher. Il faut un peu aller les remuer parce que d'elles-mêmes, elles vont pas. Les entreprises et organisations, encore une fois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une entreprise qui réfléchit à se lancer dans sa démarche puis qui causerait pas forcément ? Il dirait mais justement c'est pas pour moi. Est-ce qu'il y aurait un petit truc, quelqu'un qui nous écouterait là et puis qui dirait peut-être que ça mériterait que j'aille creuser un peu Stratinov moi, je dirais il y a deux choses. Il y en a une qu'on peut faire tout seul, et puis l'autre, je pense qu'il faut se faire aider. C'est voilà. Et c'est vrai pour les entreprises, mais pour à peu près tout et n'importe quoi. C'est d'abord prendre le recul sur ce qu'on cherche à faire. Donc, on peut se dire qu'on a une stratégie, on peut être content de sa stratégie ou pas, on peut essayer de la challenger ou pas, on peut être content de ses équipes ou pas, enfin peu importe. On fait un constat. Et on décide de ce qui est, on revient au point de départ, de ce qui est important, de ce qui n'est pas important, de ce qui est urgent, de ce qui n'est pas urgent. Mais le faire de manière très honnête. Ça engage personne d'autre puisqu'on se le fait. Voilà. Une fois qu'on s'est donné ces actions et puis qu'on se dit qu'il y a peut-être des choses à faire, je pense qu'il faut aller consulter. Comme on ferait pour les médecins, comme on ferait pour un avocat, peu importe. Il faut aller consulter. Là, je leur propose, on a mis en place ce qu'on appelle un diagnostic situation. D'ailleurs, qui s'apparente tout à fait au domaine médical. Où on arrive, on fait un check-up, ça va très bien, ça va pas, il faut... On creuse, quoi. On creuse. Donc là c'est pareil. On se rencontre, on fait un truc qui est light, ça prend 1 heure, voire 1h30, et on répond, et avec des éléments qui sont objectifs, qui nous sont délivrés, on échange sur les pratiques. Ensuite, si les pratiques sont géniales, on dit que c'est génial, du coup, il y a une confirmation, ça n'a rien coûté, c'est gratuit. Et puis, s'il y a des choses à faire, on décide de mettre en œuvre ou pas des actions. Mais on doit décider de le faire. Il faut s'engager. D'accord. Et il n'y a pas d'obligation à travailler avec nous. Mais il faut prendre l'engagement soi-même de mettre en place telle ou telle chose. Et ne pas se dire ce sera pour plus tard, ce sera pour les autres, etc. Ça, pour moi, c'est juste de la reculade. C'est presque du déni parfois, de se dire qu'on se met dans des conditions pour ne pas y arriver. Et là, on justifie. Voilà, j'ai un exemple. Là, par exemple, une entreprise qui se dit innover et qui fait des choses qui sont originales, mais qui ne respecte pas tous les cases originales, marché et diffusion. Le côté diffusion, il n'y a pas. Donc c'est une réponse à des commandes. Donc il répond à des commandes de manière originale, mais tout est concentré sur une personne. C'est le dirigeant qui décide du projet, qui décide de ce qu'on va faire, etc. Et qui décrète que son équipe, l'atelier, ça c'est bien souvent c'est le cas, dans le domaine, ceux qui sont dans l'atelier, ils n'ont pas de bonnes idées, ou ils sont pas, c'est pas pour eux, ou ça les intéresse pas. Enfin, je sais pas. On peut sortir tout un tas de choses. En gros, il n'y a pas d'intelligence collective. Tout est concentré sur une personne, et cette personne est surbookée.
Elle est surbookée. Et du coup, elle va agir que si elle a effectivement cette commande. Alors qu'elle a des capacités de faire d'autres choses. Faire autrement, oui. Donc, elle s'est mise dans la condition de ne pas pouvoir faire autrement. Et donc, au moment d'essayer d'avancer, elle-même se rend compte, ah oui, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça. Bon, ce serait bien, mais ce sera jamais fait. Il n'y a jamais le temps et c'est... Voilà, il n'y a jamais le temps. Il faut aller chercher des clients, il faut aller répondre à tel truc, je suis déjà surbooké, je ne peux pas recruter, je peux déléguer à personne. Mais en fait, j'ai jamais fait l'effort de déléguer, j'ai jamais fait l'effort de rien du tout, et je fonctionne comme ça. Parfois même, c'est même un moteur. C'est-à-dire que on en a besoin. C'est-à-dire que imaginez des gens qui sont aussi des choses aussi. Voilà, des gens qui sont surbookés tout le temps. Vous leur donnez du temps, ils ont l'impression qu'ils servent plus à rien. Donc il y a un travail, il y a un peu de psychologie à faire. Ça me fait un peu penser à l'image qu'on voit de temps en temps, que j'ai dû utiliser il y a pas très longtemps d'ailleurs, où on voit deux personnes qui tirent une charrette avec des roues carrées. Il y a quelqu'un qui arrive avec une roue ronde, qui leur dit j'ai la solution, puis ils disent c'est bon, t'es gentil, mais là on n'a pas le temps. Et en fait, ils continuent de galérer plutôt que de se dire on va poser 5 minutes. On va changer les roues et puis on va gagner un temps fou plus tard, quoi. Mais c'est de se dire on continue de galérer parce que ça nous rassure aussi d'avoir un truc. On est dans l'urgence avec des choses qu'on maîtrise. Parce que c'est un des problèmes de l'innovation, c'est que on va être sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui. Et quand c'est vraiment de l'innovation, vous savez même pas ce que vous êtes en train de faire totalement. Oui. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'on va savoir. Or, on apprend notamment à l'école, notamment dans les écoles d'ingénieurs, on apprend à gérer des projets. Quand on gère un projet, on a un objectif clair, on a des coûts, on a des délais, on pilote les ressources, on fait des tableaux Excel, tout est génial, et on fait le truc correctement. Et quand on a des projets complexes, on sait faire aussi ça. Et on a des outils pour pouvoir le faire. Par contre, quand on arrive avec quelque chose dont l'objectif n'est pas encore défini, et que c'est en faisant qu'il va se clarifier, là, on est dans la panade. Donc, on sait plus très bien quoi faire. Donc, on n'a pas appris à faire ce genre de choses. Donc, c'est très dur. Et donc, quand on est en plus sous stress, et qu'on doit, sous la conjoncture, avancer sur telle ou telle chose, se dire, mais en plus, je vais prendre du recul sur ce truc que je ne maîtrise pas. C'est schizophrène. Ouais. D'où l'entraînement. Il n'y a que si on s'est un peu entraîné là-dessus, qu'on va pouvoir le supporter. De ce flou artistique sur lequel, en fait, nous, on navigue assez bien. C'est notre domaine, en fait. S'il fallait donner un domaine dans lequel on intervient, c'est jusqu'à ce que le flou ne soit plus un flou. Ouais. C'est-à-dire lorsque tout devient classique, quand d'autres peuvent prendre le relais. Donc quand le pilotage devient classique, le financement devient classique, tout est standard, on va trouver pléthore d'entreprises. Par contre, lorsqu'on est dans le flou, quand on est en train de travailler sur le positionnement, sur la roadmap techno, sur le projet, tout ça, lorsqu'on est en train de se poser des questions pour cristalliser une stratégie, là, on aime bien, et c'est là qu'on est compétent. L'apport d'une méthodologie, d'une rigueur pour aider à éclairer l'horizon, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Oui, c'est ça. On essaye à notre niveau, mais quand même, il faudrait pas croire non plus que on arrive et puis en arrivant, on a notre lampe qui permet de dire à notre client, voilà, il faut faire telle et telle chose. Non, en fait, c'est notre client qui va faire. Par contre, on va être une ressource pour lui, pour faire en sorte d'y arriver au mieux. De garder finalement baliser le terrain, en fait, qu'il connaît pas forcément, mais voilà. Vous avez mais souvent, en fait, ils connaissent très bien. Hein. C'est juste, en fait, des priorités, des outils de mobilisation, et puis parfois aussi un coup de main. Dans pas mal d'entreprises, on a le dirigeant, et puis on a d'autres, et puis tout repose sur les épaules du dirigeant. Il n'a pas forcément le relais ou la contrepartie, pour X raisons. Parfois, c'est sans ses collaborateurs qui ne le font pas. Et parfois, c'est la culture d'entreprise qui fait qu'il n'y a pas. Et donc, nous, on peut arriver et puis donner cette contrepartie. Et donc, finalement, le soutenir dans cette démarche. Donc, notre relais est vraiment d'arriver comme une ressource, on espère une ressource clé, pour essayer de dynamiser ce volet-là. Mais bien souvent, la réponse, elle est là ou elle n'est pas loin. Je veux dire, on n'arrive pas avec notre valise de super réponse à... Il y a un côté catalyseur de choses existantes, quoi. Voilà. L'entreprise détient généralement ce qu'il y a. Ou alors, il faut opérer avec d'autres partenaires pour pouvoir sortir quelque chose. Ok. On a fait un bon tour de ces échanges. Pour un peu clore cet échange, justement, est-ce qu'il y a des outils, des références qu'on peut actionner, qu'on peut aller rechercher, justement pour quelqu'un qui se dit l'innovation, malgré l'échange d'une heure là, quasiment, j'ai toujours pas compris. J'aimerais bien aller creuser certains sujets. J'ai toujours pas compris. Est-ce qu'il y a des sujets est-ce qu'il y a des outils ou des livres ou des podcasts ou quoi que ce soit qu'on peut présenter qui pourraient être intéressants?
Alors, bon, déjà, podcast, ils peuvent déjà nous écouter si ça les aide. Alors, je dirais que en termes de livres, il y a Osterwalder avec ce Business Model Canvas ou Proposition Value Design. Enfin, il a fait des choses que je trouve très bien. Elles sont vraiment bien. Ça donne des idées, ça permet de prendre du recul, et puis c'est assez pratique. Voilà, j'invite vraiment les gens qui ont envie de prendre du recul, se poser des questions, de feuilleter ces bouquins. Ils sont très bien. Pour ce qui est de prendre du recul sur les pratiques, il faut voir dans la vision du système de management de l'innovation, on a une norme, il y a la norme ISO 56002, et d'ailleurs de manière plus générale les normes ISO 56000 qui sont là, qui vont discuter d'un certain nombre d'éléments autour de l'innovation. Mais la norme ISO 56002 donne des bonnes pratiques là-dessus. Et il y a la 56001 qui va sortir certainement dans 2 ans ou 3 ans, et qui va être une norme de certification autour du management de l'innovation. C'est ma question justement, est-ce qu'il y a une certification derrière ou pour l'instant c'est des lignes directrices? Pour l'instant on est dans des grandes lignes. Pour l'instant c'est une norme de recommandation. D'accord. Mais la norme de certification va sortir d'ici 2-3 ans. D'accord. Donc ça va certainement chambouler un petit peu le marché. Et pour ceux qui veulent, pourquoi pas actionner une pratique qui leur permettrait de prendre un peu de recul, je leur préconise, c'est sans engagement, notre diagnostic situation. Donc il y a un formulaire tout simple à remplir, enfin ils peuvent nous contacter. Ça va leur permettre de prendre du recul et de décider d'actions à mener. Alors, c'est évidemment compatible avec les normes que je viens de citer, mais ça leur permettra de prendre du recul. Je pense que parfois c'est juste ce temps de recul qui manque. Donc prendre ce temps-là, pour nous c'est parfait. Enfin, on discute avec nos cibles de clients pour leur permettre de s'améliorer. Et ce qui nous satisfait, c'est quand elles le font vraiment. Oui. Donc ouvrir la voie sur un premier recul pour permettre à une entreprise, une organisation de pouvoir ensuite décider de ce qu'elle va mettre en œuvre, pour nous, c'est du pain béni. C'est ce qu'on cherche à faire. Ensuite, qu'elle soit cliente ou pas, ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais elles peuvent prendre ce temps de recul. Elle met cette petite étincelle. Et pour changer complètement de registre en termes de management, alors là, je vais vous préconiser un dessin animé que ma fille regarde d'ailleurs, qui s'appelle Pas de patrouille. Alors, Pas de patrouille, regardez ça. C'est, en termes de management, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises ou de managers qui devraient prendre exemple sur ce qui se passe dans ce dessin animé. D'accord. C'est intriguant en tout cas. Voilà quelque chose d'insolite et d'original. Je pense que vous ne vous y attendiez pas, moi non plus. Donc parce que justement Pas de patrouille, si je me trompe pas, c'est des chiens justement qui font un peu régner l'ordre, parce que c'est pas le bon terme, mais il y a des chiens qui ont certaines capacités et qui ont des outils, et on a un humain qui est plutôt le pilote, l'organisateur. Et puis ces chiens-là vont ensemble résoudre des problèmes. D'accord. Donc c'est ce côté collaboratif et c'est pas chacun dans son coin. Exactement. Il y a un vrai management. Il y a des récompenses, une reconnaissance de ce qui est fait. Il y a également une organisation collective de comment résoudre des problèmes. Et quand il y a un problème, on n'est pas en train de se dire typiquement c'est pas pour moi. On va poser des questions. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait le contourner? Ces chiens et cet humain font. Je pense en termes de management, ils font vraiment, c'est vraiment très bien. C'est un exemple à suivre en tout cas, de s'inspirer. Oui, je pense. En plus, c'est ludique. On peut regarder. Tous les épisodes, c'est un peu pareil, donc il suffit de regarder un. Oui, on a compris le principe, mais en tout cas, ça peut donner une image de temps en temps pour faire un pas de côté justement, sortir un petit peu du jargon qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, là, il n'y a pas de jargonnage du tout. Très bien. Et puis, pour terminer, est-ce qu'il y a des sujets d'actualité à présenter, peut-être des interventions, des formations, des webinaires, des choses, chaîne YouTube, des nouvelles vidéos? Alors, sur notre chaîne YouTube et sur les podcasts, donc régulièrement on pose des vidéos, mais le gros événement auquel on va participer prochainement, c'est à Rennes. Il y a une journée innovation et mathématiques à laquelle on va participer. On a pris un stand et donc on y sera. Donc comment est-ce qu'on en est venu là? On a travaillé avec des mathématiciens en Bretagne, Centre Henri Lebègue, qui regroupe l'ensemble des mathématiques. C'est Bretagne-Pays de Loire en fait. D'accord.
Et il s'avère que, je pense que parmi les auditeurs, peut-être certains ont souffert des maths à l'école, mais bien souvent, on ne sait pas trop ce qu'on peut bien pouvoir faire de ces mathématiques. On ne sait pas. On dit tiens les maths. Et puis bon, l'enseignement des mathématiques en France fait que on priorise plutôt le côté théorique et on se donne pas les moyens de comprendre à quoi servent les outils qu'on est en train de développer. Bon, tout ça, finalement, on le paye au bout d'un moment, c'est qu'on ne sait pas du tout à quoi servent tous ces mathématiciens, et puis on a une image un peu bizarre de ces gens-là. Donc, on continue à travailler avec eux pour travailler sur le marketing de l'offre. C'est-à-dire, en fait, les mathématiques, c'est une formidable boîte à outils, exploitée par tout le monde. Et là, ce qu'on voudrait, c'est que cette boîte à outils soit directement valorisée, pas forcément par un intermédiaire. Et donc, d'aller vers les entreprises en leur disant, vous avez des problématiques qui peuvent être directement résolues par telle et telle chose. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec elles. Et il se trouve qu'il y a un événement, c'est pas la première année, il y a un événement en Bretagne, donc le 26 avril, autour de l'innovation des mathématiques, pour montrer que les mathématiques, ça sert aussi à beaucoup de choses. Et que si on regarde les technologies clés d'avenir, en fait, la plupart, c'est des mathématiques qu'il y a derrière. Même ceux avec quoi on enregistre aujourd'hui, c'est les mathématiques qui font l'électronique. Exactement. On a des maths partout. Voilà. Partout. Donc, très bien. Donc, journée innovation et mathématiques à Rennes le 26 avril. Je noterai ça. De toute façon, toutes les références qu'on a évoquées aujourd'hui, je mettrai ça dans les commentaires de cet article. François, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, qu'on aurait pu... ce serait dur. Je pense qu'il y a... bien sûr, en une heure, de toute façon, on va pas... Non, bien sûr, je veux dire des éléments clés, bien sûr. Il y a énormément de choses qu'on aurait pu dire encore, mais bon, là, du coup, je pense qu'on pourrait y passer des jours. Essentiellement, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit au tout début, j'ai fait cette aventure, on l'a menée avec mes deux associés, donc que je remercie de cette aventure, et tous mes collaborateurs. Donc tous mes collaborateurs qui développent tous les jours leurs compétences pour pouvoir servir au mieux l'entreprise et pour en interne qu'on continue à innover. Donc je leur suis très reconnaissant. Bon. Voilà. Et merci de m'avoir donné cette possibilité. Avec plaisir. Avec plaisir. On termine sur le facteur humain, effectivement, qui remet un peu, je dirais, l'église au milieu du village, comme on dit souvent. C'est-à-dire, c'est quand même le nerf de la guerre, finalement. On peut penser toutes les théories qu'on veut. Si les gens sont pas là pour les mettre en application, ça restera quand même dans un placard. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, donc, n'hésitez pas à les suivre Stratinov sur les réseaux sociaux et sur leur site. À bientôt. Merci. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous à vos contacts, puisque le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Vous retrouverez tous les éléments qu'on a évoqués avec François en commentaire de ce billet. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à contacter directement Stratinov si vous posez des questions relatives à l'innovation qu'on n'aurait pas abordées, bien sûr, dans le cadre de cette petite introduction d'1 heure. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à 2 Huiles dans les rouages sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et pour continuer cette discussion, mais aussi pour aborder d'autres sujets, on se retrouve sur le Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.